Salut les amis. Ouais bon je sais c'est moi Explorateur Garcon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais pas si vous avez reconnu l'arrière mais oui on se retrouve sur le bateau. Aujourd'hui je ne suis pas là pour faire un urbex mais bien pour faire autre chose. Générique. Elle a l'air très contente là. Allez. Bon ben j'ai pas fait le ménage, hein, vous m'en voulez pas. Aujourd'hui on va interviewer Projet 51. Bon je sais pas si vous le connaissez, si vous devez le connaître au bout d'un moment. Mais bon, je blablate mais je commence pas la vidéo. C'est parti. Allez, go. Bon ben j'ai pas fait le ménage, hein, vous m'en voulez pas. C'est ma résidence secondaire. Bon attention à la marche, elle est grande celle-là. On va monter par là. Générique. Elle a l'air très contente là. Allez. Depuis quand est venue en fait la passion de l'urbex et de la photo et de la vidéo? La passion de l'urbex, en fait, ça fait assez longtemps, depuis pratiquement 10 ans, que je regarde des vidéos sur YouTube d'urbex, mais pas de façon régulière. Et un jour, j'étais tombé sur une vidéo du Grand JD, et j'avais vraiment kiffé ce qu'il faisait. Et je me disais, putain, ce serait sympa qu'un jour je fasse la même chose. J'aimerais bien faire des explos de nuit, j'avais tout ce qu'il fallait, hein. J'avais une caméra, j'avais tout. Mais mon rythme de vie faisait que j'étais occupé à faire mes affaires et que je prenais pas le temps. Et un jour, en fait, c'était en re-regardant une vidéo du Grand JD et un autre YouTuber qui s'appelle Exploring with Josh, c'est un Américain qui fait le tour du monde avec ses potes pour faire des urbex. Et là, je me suis dit, putain, à force de dire il faudrait que je fasse les choses, je les fais jamais. Du coup, je me suis dit, je le fais. Et du coup, voilà, j'ai pris ma caméra, j'ai commencé, à cette époque-là, j'avais plus de caméra. J'avais mon téléphone, j'ai commencé avec mon téléphone et j'ai commencé à faire des petits trucs avec ma copine. Et puis, petit à petit, j'ai acheté du matériel et puis j'ai créé une première chaîne qui s'appelait My Life Project. Et au bout d'un moment, au bout de 8 mois, j'ai fermé la chaîne parce que j'étais pas trop content. Je trouvais ça trop amateur. Donc, entre-temps, je me suis professionnalisé. Et ensuite, j'ai créé la chaîne Projet 51 il y a 1 an et demi. Et voilà, et depuis, je m'occupe de cette chaîne, quoi. Et je fais de l'urbex et du paranormal. Générique. Elle a l'air très contente là. Allez. Qu'est-ce qui t'intéresse dans tout ce qui est exploration, ce qui te donne envie en fait de faire de l'urbex? Qu'est-ce qui me donne envie de faire de l'urbex? Il y a mon côté un peu aventurier. Moi j'ai coutume de dire, j'ai dit toute ma vie à tout le monde que l'aventure c'est dangereux mais la routine c'est mortel. Ça m'a toujours suivi ça. Ma hantise dans la vie c'est de m'ennuyer et de ne pas faire les choses que j'ai envie de faire. Donc du coup je préfère aller découvrir des choses, vivre un peu intensément au lieu de rester chez moi à regarder la télé, ce que je fais beaucoup aussi. Mais en tout cas je reste pas mes week-ends chez moi enfermé. Voilà, le goût de l'aventure, ouais. Et surtout j'ai découvert en faisant de l'urbex que j'adorais l'histoire. En fait, quand j'étais à l'école, au lycée, collège, c'était pas une matière qui m'intéressait. Puis j'étais peut-être pas tombé sur les bons profs, mais depuis que je fais de l'urbex, quand on entre dans un bâtiment qui a 100 ans, 200 ans, 300 ans ou plus pour certains, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce qu'a été la vie de l'époque, les gens qui ont vécu, qui sont passés. Et en fait, ça m'a complètement passionné d'aller essayer de rechercher des indices
qui pourrait me faire remonter la vie qu'ont vécu ces gens-là. Et donc du coup ça m'a vraiment développé une vraie passion pour l'histoire, mais l'histoire immersive, hein. L'histoire dans les bouquins ça m'intéresse pas beaucoup. Et ensuite j'ai l'émission, comment il s'appelle, de Stéphane Bern, Secret d'Histoire, que j'adore en fait, c'est mon présentateur et mon émission préférée. Et tout ça découle de ça en fait, ça m'a donné la passion de l'histoire et de m'y intéresser, et maintenant je cherche toutes les bâtisses et les lieux les plus vieux possibles pour essayer de découvrir. Là récemment, le week-end dernier, on a fait avec ma copine une explo dans une ancienne commanderie des chevaliers des Templiers. Donc c'est une commanderie qui a 900 ans, pratiquement 1000 ans. On a vu des tombes qui dataient de 300-400 ans. On a même vu quelqu'un qui a vécu la Révolution française, la tombe de quelqu'un, et il y avait même une croix, un mausolée qui avait pratiquement 1000 ans. Ça c'est un site historique, hein, mais il est accessible librement. Mais c'est juste impensable quoi, de trouver ça au coin de la rue ou quoi. Alors c'est complètement perdu dans la forêt. Mais c'est quand on est là-dedans, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer les chevaliers des Templiers en train de... Enfin voilà, c'est tout un univers. Générique. Elle a l'air très contente là. Allez! Si tu devrais choisir l'exploration qui t'a le plus touché, ça serait lequel? Alors ça va être très ringard ce que je vais dire, mais je vais dire comme les autres. Oh là là, mais il y en a beaucoup hein, qui m'ont... Celle qui m'a le plus, c'est celle en fait, c'est une exploration paranormale qu'on a faite. Et putain, j'ai oublié le titre de la vidéo. C'était l'année dernière. Et en fait, je suis intime. Alors moi, je suis quelqu'un de sceptique. Hein, je crois pas à n'importe quoi. Les gens qui regardent mes explos le savent. Mais je suis sûr qu'on a filmé véritablement un fantôme quoi ce soir-là. Donc là, il y a une espèce de forme blanche qui passe devant la caméra. On a épuisé toutes les possibilités logiques. J'ai demandé à des gens, à des experts de la photo, de la vidéo. J'ai demandé à quelqu'un qui travaille dans la météorologie. C'est pour vous dire à quel point on a poussé le truc, pour être sûr que c'était pas de la condensation ou de la buée ou quoi. On a éliminé tout ça. Et qu'est-ce qui nous reste? Bon, si vous voulez avoir les détails, il faut aller voir la vidéo, bien sûr. Sur la miniature, il y a marqué un fantôme passe devant la caméra, vous ne pouvez pas la louper. Mais là, moi, oui, cette fois-là, je suis sûr qu'on a filmé un fantôme. Ouais. Et je pense que sur le moment, je ne l'ai pas vu. Parce que, en fait, c'est ça ce qui est étrange. On y allait pour une expo paranormale, on avait des appareils électromagnétiques pour essayer de les capter. Mais en fait, ce truc est apparu devant la caméra alors que l'explo n'avait même pas commencé. On n'avait même pas appelé les fantômes ni rien. On arrivait simplement sur les lieux. Il y avait le château qui était en ruine juste derrière. Je filmais quelques plans. Et puis, allez savoir ni quoi ni qu'est-ce. Ce truc est passé devant la caméra direct, quoi. Donc ça, ouais, ça c'était un super moment. Je ne l'ai pas vu sur le moment, hein. Je l'ai vu quand je suis rentré chez moi. Mais quand je l'ai vu de mes yeux, je me suis dit, waouh, on a chopé un truc là. Générique. Elle a l'air très contente là. Allez! Si tu dirais ce que tu voudrais faire plus tard comme exploration qui serait vraiment impressionnant, que tu aimerais vraiment faire. Des lieux un peu isolés. Je me rends compte que je préfère les lieux très isolés dans la nature, très difficiles d'accès. Je fais beaucoup de randonnée en montagne et j'ai coutume de dire qu'une montagne, un sommet, ça se mérite. Je suis pas du genre à monter par la route en voiture ou en téléphérique ou en machin, ça va me gaver. J'ai pas l'impression de voilà. Du coup, ouais, tout ce qui va mériter un effort pour y accéder, c'est beaucoup plus valorisant. Alors effectivement, des lieux isolés, peut-être dans le désert ou au sommet d'une montagne. Il y a plein de choses dans différents pays, notamment au Japon. Au Japon, il y a plein d'endroits abandonnés parce que le pays a connu un âge d'or dans les années 2000, hein, où ils ont construit vachement de trucs. Et là, depuis 10 ans, 15 ans, l'économie commence à se casser la gueule et il y a beaucoup de zones qui ferment, des parcs d'attractions, des entrepôts, des usines, des hôpitaux, des centres, des laboratoires, il y a plein de choses comme ça et le Japon c'est vraiment la terre, c'est une terre en or pour faire de l'urbex quoi. Quand vous allez là-bas, c'est des zones complètement isolées que vous pouvez explorer, il y en a partout quoi. Donc oui, ce serait des endroits comme ça. Il y a un endroit où j'aimerais aller en particulier, c'est Tchernobyl.
C'est pas ce qu'on a appelé à un moment donné, hein. Il y a des journalistes qui sont venus foutre un peu la merde avec ça. Parce que notamment le Grand JD et d'autres, Mamie Twink qui fait des explorations, sont allés là-bas. Ils appelaient ça, les journalistes, le tourisme morbide. C'est-à-dire ils encourageaient les gens à aller partir en vacances dans des zones comme ça, dangereuses, ou alors il y a eu des morts, des choses comme ça. C'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est au contraire, c'est une sorte d'hommage quand on va là-bas. C'est histoire de montrer aux gens, regardez ce qui se passe lorsqu'on fait le con avec le nucléaire. Regardez ce qui se passe lorsqu'on est victime de notre propre technologie. Regardez ce lieu qui est complètement abandonné, les gens ont fui. Voilà, on est plus triste qu'autre chose quand on va dans ce genre. Voilà, on est là pour se recueillir et pour faire partager ça aux gens. Nous, enfermés dans notre... En France, on est quand même bien lotis, hein. On n'a pas d'attaque nucléaire, on n'a pas ces choses-là, donc c'est un peu abstrait ces accidents-là. Fukushima, tout ça, c'est des choses qui sont loin de chez nous, mais ça pourrait nous arriver. On a une centrale nucléaire à 20 km d'ici. Donc vous voyez, s'il y avait un problème à Bassins, à la centrale, eh ben, on serait les premiers touchés. Donc il ne faut pas perdre ça de vue, et puis voilà, moi c'est des endroits où j'aimerais aller, que j'aimerais découvrir, ouais. Ou peut-être sur la Lune, ou sur Mars. C'est l'exploration, c'est l'urbex de rêve, hein. C'est le mont Everest de l'urbex, aller sur Mars. Mais ça sera pas pour moi. Générique. Elle a l'air très contente là. Allez. Du coup, on a changé de plan là, comme tu as pu voir. C'est bien que tu le précises parce que les gens ne l'auront pas remarqué, je pense. Non, pas du tout. Du coup, oui. Du coup, tu as une chaîne YouTube du coup depuis presque 1 an et demi. Celle-là, c'est 1 an et demi, ouais. D'accord. Projet 51, ouais. Et en fait, qu'est-ce qui t'a fait grimper d'un coup dans les tonnes d'abonnés en fait? Alors, c'est une très bonne question. C'est très bien d'y avoir pensé, hein. C'est une question récurrente. En fait, on me pose régulièrement la question, c'est vrai. Mais moi, je suis pas là, je suis pas un gros youtubeur, hein. Je suis tout petit. Mais effectivement, c'est la même chose pour les youtubeurs plus grands. On fait des vidéos. Et puis surtout aujourd'hui, c'est très compliqué de se détacher.
Et ce qui est important, c'est de mettre du contenu régulièrement, minimum 3 fois par mois, tous les 10 jours, c'est le minimum. Et dans l'idéal, 1 fois par semaine. Et si vous vous tenez à ça et si vous êtes soucieux de la qualité de vos vidéos, à ce moment-là, il n'y a pas de raison que vous ne preniez pas des abonnés régulièrement. Mais effectivement, ça ne sera peut-être pas beaucoup. Moi, jusqu'à il y a 1 semaine, eh ben, je prenais, en dehors des vidéos, peut-être 2 abonnés par jour. C'est bien, hein, c'est pas mal hein, quand on sait tout le monde qu'il y a sur Internet, surtout dans l'urbex et le paranormal, on est des milliers. Donc je trouvais ça très bien. Quand on publiait une vidéo, en général, on prenait en 4-5 jours, on prenait 30 ou 40 abonnés. Donc c'est cool aussi, c'est même très bien. Mais là, il y a 1 semaine, on a mis une vidéo et on a explosé le compteur, quoi. C'est-à-dire que la vidéo, au lieu de faire en 1 semaine 4 ou 500 vues, on va dire, là on est presque à 10 000 vues. On est à 9007, je crois, je ne sais plus combien. On a fait pratiquement 10 000 vues en 1 semaine. Alors d'habitude, on fait 400, 500. Donc comment expliquer ça? Est-ce que la vidéo, elle est vraiment exceptionnelle? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle a un truc en plus? Peut-être. Ah non, c'est l'eau. C'est l'eau. Ouais. Peut-être qu'elle a quelque chose en plus, parce que j'ai essayé de voir, parce que moi j'aime bien avoir des réponses. Du coup, j'ai vu que le titre était quand même peut-être un peu plus accrocheur. Le titre de la vidéo, c'était Conjuring, ce château est vivant. Donc en ce moment, il y a Conjuring 3 au cinéma. Donc ça parle aux gens. Donc ça va peut-être donner aux gens, et même sûrement, envie de cliquer. Mais ça n'explique pas que les gens s'abonnent. Parce que là, en 1 semaine, on a fait autant d'abonnés que depuis 1 an et demi. En 1 an et demi, on est arrivé à peu près à 750-800 abonnés, 780, 700, ouais. Et là, on a pris 700 abonnés en 5 jours. Donc vous voyez le truc. Est-ce que c'est explicable? Un titre, ça n'explique pas. Le titre, effectivement, ça va peut-être inciter la personne à cliquer sur votre vidéo. Mais est-ce que ça va l'inciter à s'abonner? Pas du tout. C'est là où en fait la qualité de votre vidéo va faire que ça va peut-être lui plaire. Puis peut-être que parmi ces gens-là, il y en a qui vont partager votre vidéo sur leur réseau comme c'est arrivé. C'est plein de facteurs. Et si vous publiez régulièrement, eh bien YouTube fait remonter un peu vos vidéos et plus de gens vont les voir. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Mais en fait, on ne peut pas le contrôler, il n'y a pas de recette miracle. Vous faites des vidéos, vous en faites, et des moments où vous découragez un peu en disant oh, on n'a pas beaucoup d'abonnés et tout, et je comprends parce que c'est beaucoup de travail. Mais il faut tenir, et un jour, il y a une vidéo qui va, boum, être au-dessus des autres et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc le mieux, c'est d'être patient et de publier. Là, ouais, là on a doublé, on est à 1500 abonnés, on est presque à 1500 abonnés, ouais. Donc on ne sait pas où ça va s'arrêter, ça va se stabiliser, hein, on ne va pas prendre 10 000 abonnés. Mais ouais, c'est pour dire que là, tout d'un coup, on a doublé nos abonnés. Donc dire que chaque année, on peut tabler sur tant d'abonnés, ça ne veut rien dire du tout. Vous pouvez faire 500 abonnés dans l'année et puis après, en 2 semaines, faire 1000 abonnés. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut rester soi-même. Ça, c'est super important. Bon, après, tu couperas hein, tout ce qui ne t'intéresse pas. Il faut rester soi-même parce que moi, j'ai vu beaucoup de chaînes YouTube où les gens faisaient des trucs pas mal, mais tu sentais que les gens jouaient un rôle. Ils essayaient de paraître ce qu'ils ne sont pas en réalité pour faire le bon présentateur, pour dire ce que les autres veulent entendre. Et ça, à un moment donné, les gens le perçoivent, la non-sincérité. Quand vous n'êtes pas sincère, les gens finissent par le voir, pas prendre les gens pour des cons. Donc soyez vous-même et voilà, ce qui vous fait délirer, eh ben, mettez-le. Ce qui vous fait rire, eh ben, dites-le. Mettez-vous dans des situations qui vous plaisent. Et ça, vous allez conserver la passion de ce que vous faites. Et cette passion, elle va être communicative. Forcément, dans le lot de tous les gens qui vont voir, il y a des gens qui vont se retrouver, qui vont vous dire « Ah, mais il me ressemble, lui, on délire sur les mêmes trucs, boum, et je vais m'abonner. » Et vous allez avoir une communauté qui va vraiment être interactive avec vous. Et c'est le plus important. Surtout, ne pas se mentir à soi-même et faire que des choses qu'on aime. Moi, si j'avais voulu faire des vues et des abonnés sur YouTube, croyez-moi, j'aurais pas choisi l'urbex. Et encore moins le paranormal. On ne peut pas dire que ce soit ce qui rapporte le plus de vues, le plus d'argent, le plus de trucs. Donc faites un truc que vous aimez, quoi qu'il arrive. Générique. Elle a l'air très contente là. Allez! Alors le matériel que j'utilise, un Sony A7 III, qui est un appareil
photo qui fait de la vidéo professionnelle, semi-pro, je sais pas comment après, voilà. Bon, j'ai pas commencé avec ça, j'ai commencé avec mon téléphone portable. Après, j'ai eu un FZ300, c'est-à-dire cette caméra là qui me filme. Oui, bon, c'est la mienne celle-là. Oui, ta caméra à toi, là, qui est une très bonne caméra pour commencer, c'est vraiment super. Il y a vraiment des fonctions avec l'écran qui se retourne, etc. Top pour l'urbex. Ensuite, j'ai eu un G90 de chez Panasonic. Mais Panasonic, hein, je dis, c'est un conseil. Si vous avez le choix, si vous pouvez, autofocus pourri, donc évitez Panasonic si vous voulez un bon autofocus. Moi, je conseille très rapidement aux gens qui veulent faire ça de passer chez Sony, parce que Sony, ils ont une montée en... Alors, c'est un peu technique, mais en gros, dans un environnement sombre, les Sony ont une bien meilleure image que les Panasonic et les Canon. Ça, c'est sûr. Donc, des gens qui font l'urbex, qui filment dans des lieux un peu sombres, etc., même avec de la lumière, ils auront toujours une meilleure image avec un Sony qu'avec un Panasonic. Donc voilà, donc j'ai eu un G90. Ensuite, je suis passé à l'A7S II, Sony A7S II, qui est un très bon appareil pour la basse lumière. Après, j'ai eu l'A7S III, qui est juste une bombe atomique. Je regrette de l'avoir vendu, je l'ai vendu, mais je le regrette maintenant. Voilà, je l'ai vendu pour m'acheter un A7 III, c'est-à-dire, pour donner la différence, un A7S, S c'est pour sensibilité, c'est-à-dire S ça veut dire très sensible à la lumière, c'est avoir une très bonne image en basse lumière. A7S III c'est le top du top au niveau de la basse lumière, et là j'ai pris un A7 III qui est un mix entre l'A7S et la gamme A7R. Et la gamme R, c'est résolution, c'est-à-dire c'est plus pour les photographes. C'est-à-dire la gamme R, ils ont 40, je crois, mégapixels, ou 45 mégapixels, donc c'est plus pour la photo. C'est plus pour la photo. Et la gamme S, c'est plus pour la vidéo basse lumière, plus pour la vidéo. Et la gamme A7, tout court, c'est un mix entre les deux. C'est un mélange entre la gamme R et la gamme S. En fait, le A7 III, il est bon en tout. C'est ça qui est bien. Moi, je suis photographe et vidéaste maintenant, donc j'ai besoin d'une bonne résolution, mais j'ai aussi besoin d'une bonne sensibilité. Et l'A7 III correspondait bien à ça. Donc voilà, au niveau caméra, c'est ce que j'utilise. Après, j'ai des petites caméras type infrarouge et tout. Là, ma copine a acheté il y a quelques semaines de ça un caméscope Sony pour pouvoir elle aussi faire des vidéos pendant nos expos, ce qui fait que maintenant, quand on est dans un lieu, elle part de son côté, moi je pars de mon côté, et puis après dans la vidéo on fait des switches un petit peu entre l'un et l'autre, comment on vit le truc. Après voilà, au niveau des pieds, j'ai du Joby hein, comme toi Quentin, c'est ce qu'il y a plus léger. J'ai aussi un pied un peu plus pro pour alterner en fait, et surtout pour ça. Après c'est très simple, hein, j'ai deux objectifs mais j'en utilise qu'un pour les explos. Voilà, globalement au niveau micro, ben, j'ai le même que le tien. Donc voilà, pas besoin d'énormément de choses pour faire de l'urbex. Un téléphone portable et Pardon. un téléphone portable et une bonne lumière, ça vous suffit pour commencer, hein, largement. De toute façon, vous avez c'est quoi l'urbex là ça ouais, surtout. C'est ça. Voilà. Okay. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de partager la chaîne YouTube et de vous abonner à la chaîne. Ah, il pleut en plus. C'était l'explorateur Garcon. À la prochaine et à plus. Thank you.